Bonjour, donc je veux en train de vous faire une vidéo sur notre nouveau chapitre qui est donc le chapitre 8, le risque incendie. Donc premièrement, quelques petites données statistiques. Donc oui, malheureusement, chaque année, on va déplorer des victimes dues à des incendies dans les établissements industriels et commerciaux. On verra après rapidement les différents dommages qu'engendre un incendie. 2 entreprises sur 3 ne se relèvent pas d'un incendie, donc soit parce que l'entreprise va disparaître, soit parce que ça va entraîner la mise au chômage de plusieurs personnes. Dans plus de 30% des cas, ces incendies sont dus à des travaux par point chaud, c'est-à-dire en fait tout ce qui est enlèvement de matière, donc découpage, meulage ou encore assemblage avec entre autres les techniques de soudage que vous pouvez réaliser. Et dans 58% des cas, ils sont causés par des entrepreneurs externes. Donc on a vu dans le chapitre numéro 5 sur la réglementation le permis de feu qui est un document qui va en fait répertorier les différents travaux par point chaud que va réaliser l'entreprise externe lorsqu'elle va dans une autre entreprise. Donc ça va répertorier l'ensemble des travaux par point chaud, mais également l'ensemble des mesures à prendre pour limiter le risque incendie. Donc je vous renvoie au chapitre numéro 5. Premièrement, les conditions de survenue. On va commencer par le mécanisme de combustion. Donc l'incendie est une combustion qui se développe sans contrôle dans le temps et dans l'espace. Donc pour qu'il y ait un incendie, c'est-à-dire un grand feu causant des dégâts, il faut avant ça qu'il y ait un feu, et pour qu'il y ait un feu, il faut qu'il y ait une combustion. Pour qu'une combustion survienne, 3 conditions doivent être réunies. La présence d'un combustible, celle d'un carburant et celle d'une source d'inflammation, qu'on appelle également énergie d'activation. Ces 3 éléments, on les représente dans le triangle de feu que voici. Donc, un carburant, c'est au fait l'oxygène présent dans l'air. Donc, l'air est composé à 21% d'oxygène, puis d'azote et d'autres gaz. L'énergie d'activation, source d'inflammation, c'est en fait toute énergie qui va pouvoir déclencher le processus de combustion. Donc soit c'est le soleil avec la chaleur et les rayonnements émis, ça peut être une allumette, une cigarette, donc en fait une précédente combustion, ou encore de l'électricité à la suite d'étincelles, d'une surtension d'un appareil, par exemple. Et enfin, on a le combustible. Donc, un combustible, c'est une matière qui, en présence de carburant et d'une énergie d'activation, entraîne combustion. Donc, pour faire simple, c'est une matière qui est capable de se consumer. On va retrouver bien évidemment le bois pour tout ce qui est matière solide. Pour les matières liquides, on va retrouver les graisses, les huiles, l'alcool. Et enfin, on peut également avoir le gaz comme combustible, avec notamment comme gaz inflammable le méthane ou encore le butane. Donc ces 3 éléments sont nécessaires, indispensables pour qu'il y ait phénomène de combustion et ensuite un feu puis un incendie. Lorsqu'il y a une combustion, il va y avoir une libération d'énergie. 10% de cette énergie va permettre au feu de s'auto-entretenir. Donc 10% est au fait simplement utilisé pour le maintien à l'état initial, si on veut, actuel du feu. Les 90% restants de cette énergie libérée vont servir à la propagation du feu. La propagation du feu est due à 4 modes de transfert d'énergie. Le premier étant la conduction, qui est le transfert de chaleur au sein d'un même matériau. C'est ce que vous voyez ici au niveau de la flèche violette. Donc, il s'agit d'un transfert d'énergie thermique de la zone la plus chaude
vers la zone la moins chaude. C'est bien pour ça que les flèches violettes partent dans les sens opposés au départ du feu. Donc on a un transfert de chaleur sans déplacement de matière. Cela va dépendre du matériau. La chaleur se déplace plus rapidement dans le métal que dans le bois, par exemple. Deuxième mode de transfert d'énergie, c'est ce qu'on appelle la convection. La convection, vous l'avez ici, c'est donc un mouvement ascendant d'air réchauffé. Donc on a la chaleur qui va en fait se propager jusqu'au plafond dans notre cas, avec cette fois-ci un transfert de matière, un déplacement de matière, puisqu'on a des fumées ou encore des gaz chauds qui sont produits. Donc cela va donc déplacer des matières qui ont une certaine température, ce qui va donc favoriser la propagation du feu. Troisième mode de transfert d'énergie, c'est ce qu'on appelle le rayonnement. Donc, comme le soleil, un feu va libérer certains rayonnements électromagnétiques et notamment les infrarouges. Et ces infrarouges sont source de libération d'énergie thermique. Et nous avons enfin le déplacement de substances déjà en combustion, parce que oui, un feu se propage, donc se déplace, il va avoir des projections de matière incandescente, des étincelles, et dans le cas où le combustible est un liquide, ce liquide ne va pas rester statique sur le matériau, sur la surface, il va se déplacer. Donc en fait, on a quatre modes de transfert d'énergie qui vont participer à la propagation du feu. Les situations dangereuses. Donc, premièrement, on a les travaux par point chaud. Donc, tout travail qui exige l'emploi d'une flamme ou qui peut produire une source d'inflammation. Donc, le soudage à l'arc électrique, au chalumeau à gaz. Donc, tout ça, c'est de l'assemblage. Et ensuite, on a de l'enlèvement de matière avec le découpage et le meulage. N'oubliez pas non plus que les chalumeaux, les postes de soudure produisent des flammes. Ça veut donc dire que dans le mécanisme, il doit y avoir une arrivée d'oxygène. Donc ça veut dire que si ces éléments peuvent être à l'origine d'un incendie, mais s'ils se retrouvent à être piégés dans les flammes, cela va en plus accentuer le phénomène puisqu'on va libérer d'autant plus d'oxygène présent dans l'appareil, ce qui va également favoriser la propagation du feu. Ces travaux génèrent des projections incandescentes de la chaleur, ce qui va amener des matières combustibles situées à proximité à prendre feu. N'oublions pas également comme situation dangereuse les installations électriques qui, si elles sont défectueuses, peuvent entraîner des étincelles ou encore des surtensions, ce qui va au fait générer une énergie d'activation, une source d'inflammation, et s'il y a à proximité un combustible, cela peut entraîner un départ d'incendie. On va maintenant passer à la prévention. Ce qu'il est important de retenir pour la prévention, c'est que le triangle du feu que je vous ai précédemment présenté, que je remets sur cette diapositive, présente les éléments nécessaires à la combustion. Mécanisme chimique physique qui est nécessaire au départ du feu. Mais ces trois éléments sont également indispensables pour que le feu se maintienne. C'est-à-dire que si on supprime un de ces éléments, on va pouvoir arrêter le processus de combustion et donc également limiter la propagation du feu et l'arrêter. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible d'enlever l'oxygène d'une pièce. Enfin, c'est techniquement possible. Pour faire simple, les dommages du feu, on va en avoir de trois types. On va avoir bien évidemment les brûlures. On va avoir l'intoxication, donc puisqu'il va y avoir des matières qui vont brûler, on va avoir de la libération de gaz toxiques. Et il va y avoir l'asphyxie. Puisque l'oxygène est nécessaire au phénomène de combustion, celui-ci va être consommé pour un feu. Il va donc y avoir en fait un phénomène de raréfaction de l'air dans une pièce incendiée. Ce qui fait qu'on va avoir comme dommage une asphyxie.
Donc, il existe des mesures de prévention qui ont pour but de saturer l'air par des gaz inertes comme l'azote pour remplacer l'oxygène et donc laisser moins d'oxygène dans l'espace, enfin dans l'air de la pièce, pour limiter la propagation du feu. Mais cela peut avoir des effets secondaires dramatiques puisque ça peut favoriser le phénomène de raréfaction de l'air en cas d'incendie. Donc, ce n'est pas des mesures de prévention qui sont mises en œuvre tout le temps. Elles ne sont pas efficaces pour toutes les situations. Donc, supprimer le carburant n'est pas possible. L'énergie d'activation, si la source d'inflammation n'est pas d'origine électrique, vous êtes bien obligé d'utiliser un chalumeau, un poste de soudure, une meuleuse pour réaliser l'activité en question. Donc, on ne peut pas réellement jouer sur l'énergie d'activation. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est limiter la rencontre de l'énergie d'activation de la source d'inflammation avec le combustible. Et c'est sur ça que va se baser une partie de la prévention du risque incendie, c'est limiter la rencontre de la source d'inflammation avec le combustible. Et on va voir comment dans une diapositive suivante. La lutte contre le risque incendie consiste principalement donc à supprimer les causes de déclenchement d'un incendie, c'est ce que je vous ai expliqué il y a 2 minutes, empêcher la rencontre de l'énergie d'activation avec le combustible. On peut également mettre en place des mesures techniques et organisationnelles visant à supprimer tout départ de feu et limiter la propagation et les effets d'un incendie. On verra ça plus tard. On peut limiter l'importance des conséquences humaines et matérielles, c'est-à-dire, en fait, entre autres, détecter rapidement un début d'incendie permet d'évacuer les personnes avec un S et donc de limiter les conséquences humaines, voire matérielles. Et enfin, dernier point, la formation et l'information. On va commencer par le grand A, supprimer les causes de déclenchement d'un incendie. Donc, on a vu dans le chapitre numéro 4, il me semble, sur les produits chimiques, ces différents pictogrammes. Donc, on va s'intéresser aux 3 pictogrammes liés au danger physique. Donc, ces 3 pictogrammes, vous avez déjà dû les rencontrer au cours de stage. Ces 2 sont facilement reconnaissables, on ne les oublie pas, mais il ne faut pour autant pas oublier celui-là, donc objet et matière explosible ou autoréactive avec entre autres le peroxyde organique. Donc voilà les 3 pictogrammes à retenir et qui indiquent qu'un produit est inflammable et que donc il peut servir de combustible. Donc il faut limiter la rencontre entre la source d'inflammation et ces produits chimiques inflammables. Pour cela, 2 méthodes. On peut par exemple utiliser une cloison par feu lorsqu'on réalise une opération de soudage, ce qui évite la projection d'étincelles sur des combustibles aux alentours. Ça, c'est une des premières méthodes. On peut également... Donc ça, c'était pour une mesure technique. Comme mesure organisationnelle, il y a le fait de compartimenter, de stocker les produits inflammables dans un local spécifique, à l'intérieur, voire même à l'extérieur du bâtiment. C'est ce qu'on fait dans certaines entreprises pour limiter, au fait, un incendie généralisé, mais au moins on sépare ces 2 bâtiments et en cas de problème, on ne perd pas l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de l'usine. Mesures techniques et organisationnelles visant à supprimer tout départ de feu et limiter la propagation et les effets de l'incendie. Donc on va utiliser des moyens internes, avec entre autres les extincteurs. Donc ça, c'est une photo d'un extincteur prise dans l'atelier chaudronnerie du lycée. L'extincteur nous renseigne, nous donne différentes informations. Donc, vous le verrez sur le TD que je vous ai préparé. On va s'intéresser rapidement à 2 informations. Donc, ici, vous avez A, B, C et D. C'est les différentes classes de feu. On enregistre 4 classes de feu, voire 4, A, B, C et D. On va voir les classes A et B dans la diapositive suivante. Et enfin, on a l'eau pulvérisée avec additif, la notion 21A et 183B. Les différentes classes de feu.
Classe A. Ce sont en général des feux produits par des matériaux dits solides ou secs. Également brisants, donc bois, papier, tissu, certains plastiques, etc. La classe B correspond aux feux de liquide ou de solide, liquéfiable ou feu gras. La classe C et D, je vous demanderai donc de nous donner des informations sur ces classes avec un travail sur le TD. Donc on va revenir à la photo de l'extincteur du lycée. Donc celui-là est efficace sur les feux de classe A, donc d'origine solide, et les feux de classe B d'origine liquide. Première information. Deuxième information, on nous dit 21A, ça veut dire que cet extincteur est capable de arrêter un feu de 21 kg. On est sur du solide, donc on est sur du 21 kg de matière solide peuvent être éteintes par cet extincteur. 183B veut dire que 183 litres de matière inflammable peuvent être éteintes avec cet extincteur. On va retrouver ensuite d'autres informations comme les différentes étapes pour l'utiliser. Normalement, il faut qu'il y ait tout le temps le numéro de téléphone de l'entreprise pour la révision. Et également, donc sur l'autre face qui est normalement ici, peut-être ne vous voyez pas sur la photo, on va avoir l'année à laquelle a été révisé l'extincteur. Donc on a 4 classes de feu et en fait on va avoir des extincteurs qui vont être efficaces sur telle ou telle classe, d'autres qui sont efficaces que sur la classe B, d'autres qui sont capables d'éteindre des feux de différentes classes. Donc les moyens internes, on va avoir l'extincteur, ça c'est si on veut un équipement individuel, on est seul à l'utiliser, mais en protection collective, on va avoir en fait les robinets à eau qu'on appelle également sprinklers. C'est simplement des bouches, des robinets à eau en hauteur qui se déclenchent lorsque l'alarme est activée. Donc ça, c'est des mesures techniques, toujours. Bien évidemment, pour limiter la propagation du feu, tout le monde connaît le principe des portes coupe-feu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des exutoires de fumée. Donc, il y en a également un présent dans l'atelier chaudronnerie au lycée. Je ne sais pas si vous avez eu, si on vous l'a présenté. Ça va permettre en fait, de libérer les fumées produites. Donc, si on limite les fumées, on va donc limiter l'intoxication, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ces gaz produits, donc notamment le monoxyde de carbone. En ouvrant ce système d'aération, en fait, on va libérer une partie de la chaleur et surtout une partie des gaz toxiques. Enfin, dernière stratégie de prévention qui est de limiter l'importance des conséquences humaines et matérielles par les détecteurs de fumée et alarme. Donc, ces deux systèmes fonctionnent ensemble et il va avoir la mise en place d'une signalétique dans le but de mieux organiser, de mieux gérer le cas où il y a une évacuation. Donc, le déclenchement de l'alarme et de l'évacuation du personnel ou de la sécurité des personnes en situation de handicap, c'est ce qu'il faut faire en premier, déclencher l'alarme, évacuer le personnel et la mise en sécurité des personnes en situation de handicap. Il faut une réaction rapide et appropriée du personnel à proximité pour éteindre ou contenir le début de l'incendie dans l'attente de l'intervention des secours extérieurs. Donc, si on a été formé, si on sait se servir d'un extincteur, on va l'utiliser à proximité et ensuite on alerte les secours. Donc, il faut bien respecter, donc dans chaque entreprise, normalement, vous avez un plan avec les issues de secours. Vous avez, si vous êtes amené à travailler dans de telles conditions, il y aura sûrement des tests de l'alarme, des répétitions pour vous préparer au mieux à une telle situation. Donc voilà pour les informations sur le risque incendie. Donc c'est un peu condensé, mais le cœur des informations est présent sur cette vidéo. Je vous ai réalisé un TD donc sur les extincteurs, donc avec des petites recherches internet. Je vous ai mis également une vidéo à regarder avec une petite question
associés, ainsi qu'un arbre des causes à compléter. Comme ça, on reste toujours sur l'approche par l'accident.